Voilà, nous allons recommencer. Nous avons la chance d'accueillir maintenant le docteur Maryse Dumoulin, maître de conférence à la faculté de Lille en éthique et santé publique. Elle est aussi médecin en pathologie maternelle et fœtale à Lille. Elle est la pionnière de l'accompagnement du deuil périnatal en France et présidente de l'association Nos Tout-Petits qui a son siège à Lille également. Le thème de sa conférence est « Frères et sœurs face au deuil d'un tout-petit ». Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez bien. Oui, c'est correct. Bien. Alors, merci donc à votre association Agapa pour votre sympathique invitation. Et puis, j'en profite pour remercier Naïma, là, qui est là et qui m'a accueilli, qui m'héberge et qui m'a accueilli après, on s'est rencontrés il y a quelques années. Elle était venue chez nous et ça fait toujours plaisir de retrouver des liens qu'on a créés. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de cette double place que j'occupe, c'est-à-dire, je suis à la fois médecin somaticien, je ne suis pas psy. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, c'est un fait. C'est un fait. Et je vais vous parler donc de ce champ professionnel que j'occupe dans le champ de l'accompagnement des parents confrontés à un décès périnatal, qui est un champ que j'occupe depuis une vingtaine d'années maintenant. Histologiste de formation, j'ai fait beaucoup d'épidémiologie et donc je suis médecin de santé publique et c'est dans ce champ-là que je travaille. Ensuite, je suis aussi bénévole au sein de l'association et bénévole de base. C'est-à-dire que, hormis les fonctions, les responsabilités administratives que j'ai bien voulu prendre, eh bien, je co-anime depuis maintenant l'an 2000, donc ça va faire 8 ans. Ça fait 8 ans, puisque c'était en janvier, des groupes de partage et d'entraide de parents confrontés au décès d'un tout-petit, mélangés, que ce soit décès provoqué ou décès spontané. Et donc, je poursuis mon accompagnement dans l'après-hospitalisation. Et également, on a cette année, l'année dernière, 2007, on a inauguré nos premiers ateliers rencontres de fratrie du deuil périnatal. Alors, en tant que bénévole, j'ai été confrontée aux parents en deuil et c'est eux-mêmes qui m'ont amenée au bout de, comme vous l'avez vu, de 6 ans d'accompagnement qui nous ont, au sein de l'association, d'abord, puis au sein de notre hôpital, de notre fonction hospitalière ensuite, amenés à nous pencher de plus près sur le problème que rencontraient leurs enfants aînés ou enfants suivants. Alors, dans un premier temps, je vais vous, avec les petites planches que vous avez préparées là, je vais vous parler de ce que j'ai retenu de mes formations, puisque j'étais médecin somaticien, pas psy. Je ne connaissais pas grand-chose. J'étais auprès d'adultes. Je ne connaissais pas grand-chose, si ce n'est que mon expérience personnelle, mais comme chacun sait, ce n'est pas une expérience générale, de mère et de grand-mère maintenant. Donc, je vais un petit peu vous dire ce que j'ai retenu, moi, médecin somaticien, de tout ce qu'on m'a appris au niveau de mes formations, qui me soit utile dans mon travail de soignant, pour me mettre dans un confort relatif par rapport à cette fratrie, et pour intégrer cette fratrie dans ma démarche d'accompagnement au sein de l'hôpital. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler des différents types d'accompagnement, suivant que l'on a affaire à l'enfant aîné, l'enfant jumeau ou l'enfant puis-né, et dans les différents temps, c'est-à-dire au moment de l'hospitalisation ou même de la grossesse, et ensuite dans l'après, dans le champ associatif. Alors, j'ai donc dû un petit peu m'intéresser à ce que c'était la mort pour un enfant. Et alors là, je m'inspire bien sûr des travaux des maîtres Anus et Cordier, qui sont Cordier est quelqu'un, un pédopsychiatre de chez nous, et qui appartenait à l'association, puisque j'ai changé d'association entre deux, mais enfin ça revient au même, le travail est identique. Je suis passée d'une association deuil général à former une association deuil périnatal uniquement. Enfin bref, peu importe. Donc ce que j'ai retenu, moi, c'était qu'avant 5-7 ans, la mort pour l'enfant, c'est un concept qui est en cours de maturation. Souvent, l'enfant l'aborde par la mort des animaux. D'ailleurs, si j'ai le temps de vous donner quelques exemples, on le retrouve quand les enfants nous parlent et qui attire fascination, curiosité, qui est l'analogue du sommeil à un certain temps de leur réflexion. Et pour eux, d'abord, la mort est temporaire et réversible. Et ça se voit bien quand ils jouent dans les cours de récréation, ils font pan, et puis 30 secondes après, on doit se relever et on doit continuer à jouer parce que y a pas c'est sérieux le jeu. Faut continuer. Quelques-uns montreront peu de gros chagrin. Ils ont
peu de réactions émotives à cet âge. Et bien sûr, on comprend, puisque l'enfant s'attend à revoir le défunt, il continue à lui parler, il se soucie de savoir s'il a faim là où il est. Dans le deuil périnatal, ce qui a, dans le décès périnatal, ce qui préoccupe les tout-petits, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas voir le bébé. Et bon, ils cherchent beaucoup le bébé. Alors vers 8 ans, dans ce qu'on a dit en tout cas, l'enfant prend conscience du caractère irréversible et définitif de la mort. Il se pose des questions sur la personne décédée, où est-elle, que fait-elle. Il continue à lui parler, il a besoin de sa présence intériorisée. Et au moment du jeu, là, quand on joue toujours pareil à Pan t'es mort, ça devient t'as plus le droit de bouger. N'oublie pas que t'es mort. Donc on se débarrasse de l'enfant qui était fauteur de troubles dans le jeu. Et il y avait un petit garçon qui m'avait dit, à peu près de cet âge-là, il m'avait dit, tu sais, quand on est mort, c'est pour la vie. Et j'avais trouvé ça très joli. Et à partir de 10 ans, l'enfant acquiert le caractère universel et inexorable de la mort. Tout le monde, tout celui qui vit, est appelé à mourir. Alors d'abord, cette mort, elle va toucher les vieux. Et puis après, c'est comme ça qu'on se retrouve maman à 35 ans et qu'on nous dit « Oh, t'es vieille, tu vas bientôt mourir ». Et puis ensuite, ça va toucher les plus jeunes. La mort, c'est surtout un accident au départ. Et puis après, on apprend, surtout quand on est fratrie d'un décès tout petit, que ça peut toucher aussi les tout petits bébés. Et là, l'enfant commence à avoir peur, beaucoup d'inquiétude, et il commence à comprendre qu'il va mourir aussi lui-même un jour. Alors, comment l'enfant montre sa peine ? C'est toutes des choses aussi qu'une fois qu'on a un petit peu acquis et qu'on s'est familiarisé avec tout ça, on peut bien aider les parents pour leur expliquer toutes ces choses-là. Alors, l'enfant montre sa peine, eh bien, d'abord par des symptômes physiques. C'est souvent comme ça que les parents nous disent et nous parlent de ces enfants aînés et de ce que ça entraîne. Enfin, ils ne font pas toujours la relation, que ce soit entraîné par le décès du tout petit. Il y a des troubles du sommeil, il y a des cauchemars, il y a des refus de dormir seul. Actuellement, on a un petit enfant, là, des parents qui sont préoccupés par un petit enfant qui a 10 ans et qui vraiment refuse de dormir seul alors qu'il dormait tout seul depuis un long moment, depuis le décès de sa petite sœur. Non, c'était de son petit frère, lui. Il refuse de dormir tout seul. Il y a des troubles de l'appétit. Alors, chez l'adulte, on trouve souvent des pertes d'appétit, des anorexies. Et dans le deuil périnatal, chez les mères endeuillées par le décès d'un tout petit, on retrouve plus que dans les autres catégories d'endeuillés, eh bien, des attitudes de boulimie, au contraire. C'est-à-dire que moi, j'interprète ça sauvagement, sans doute, par le fait qu'on veut remplir cette absence et on veut remplir son ventre de cette absence qui fait tant mal. Eh bien, j'ai retrouvé ça chez une petite jeune fille de 12 ans qui était la sœur aînée d'un petit bébé qu'une dame avait, qui était mort dans le ventre de sa mère, donc la mère commune, en fin de grossesse, une mère diabétique. Le petit bébé était mort en fin de grossesse, c'était une petite fille. Et la sœur aînée a pris 15 kilos en 2 mois, 12 ans. L'enfant peut se plaindre également de grande fatigue. On se plaint de migraines également, même tout petit. Ça, c'est assez... il y a eu une petite jumelle, donc elle n'avait pas 6 ans à l'époque. Elle avait perdu sa jumelle, on en viendra dans le cours de l'histoire, à la naissance. Des cours d'une IMG qu'on avait dû pratiquer, on avait dû arrêter la vie de l'enfant à la naissance, parce qu'on ne pouvait pas avant pour les risques qu'encourait l'autre jumelle qui va bien. Eh bien, la petite fille, Mathilde, elle avait fort mal à la tête. Et quand on sait que l'IMG a été faite pour une malformation cérébrale importante, on devine certaines choses. Alors, l'enfant va montrer également des difficultés scolaires. Quand ils sont scolarisés, c'est souvent des troubles du comportement scolaire, des troubles de l'attention, etc., une baisse dans les résultats scolaires qui fait consulter ou qui fait l'objet d'une demande parentale. Alors, il a bien sûr le déni, comme chez l'adulte, mais le déni, c'est une manière de vivre quelque chose pour l'enfant qu'il ne comprend pas et qu'il n'accepte pas.
Il refuse également les émotions. Alors là, ça fait appel à plusieurs registres, à la fois pour dire qu'il n'accepte pas le décès, certes, mais aussi pour dire qu'il veut faire comme les grands. Hein. Il veut s'identifier à ses grands, aux adultes. Il a peur d'être taxé de bébé. Et il a peur d'être exclu aussi des autres enfants parce qu'il est différent, parce qu'il a perdu quelqu'un. Alors avant 10-12 ans, ils ne peuvent pas comprendre d'eux-mêmes la réalité de la mort, ils n'ont pas la structure psychique qui va derrière, et donc ça explique ce déni et cette espèce de deuil différé qu'on traiterait de pathologique chez l'adulte et qui est tout à fait normal chez l'enfant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de culpabilité chez l'enfant. Alors j'ai sans doute associé des mots que les psys n'associeraient pas, mais enfin bon, on en discutera après. J'ai mis culpabilité parce que petits, ils ont le sentiment qu'on a évoqué ce matin de cette toute-puissance et c'est parce que j'ai osé penser que ce petit frère ou cette petite sœur, peut-être à certains moments c'est bien. On est content, il va pouvoir jouer, etc. Puis à d'autres moments, on se dit « merde, il va prendre mes jouets, papa et maman vont devoir l'aimer aussi. Ça m'arrange pas trop. Donc s'il n'arrivait pas, tout compte fait, ça sera bien. » Et puis, bingo, il n'arrive pas. Donc là, grande culpabilité, on se sent responsable. C'est rien que parce qu'on y a pensé qu'il est mort. Et d'ailleurs, ça nous revient, nous, adultes. Quand on fait nos incursions dans notre chemin de deuil, là, et on est en régression, on retamponne exactement, on revient en contact avec cette notion-là. On a eu là, dans les gens qu'on a eu à l'hôpital, mais c'est pas dans mon secteur, c'est dans le secteur de pédiatrie. Forcément, comme je m'occupe des enfants décédés, eh bien, de temps en temps, j'entends les histoires d'enfants plus grands. Et il y a eu un petit garçon cette semaine, c'était assez dur, qui, par mimétisme, désir d'identification, on verra après, son papa avait tenté de se suicider. Et la semaine d'après, c'est le gamin de 9 ans qui a fait la même chose, mais lui, il s'est pas raté. Il a fait comme papa. Donc, bon, ça a bien sûr un gros impact, la mort du proche chez l'enfant. Ils comprennent bien des choses. Alors, il y a gros sentiment de colère également. En deuil périnatal, on retrouve cette colère, suivant l'âge de l'enfant, contre les parents, les autres frères et sœurs, contre les soignants aussi. Et je me souviens, j'avais montré, j'allais faire une présentation en chambre, donc une présentation d'un petit bébé mort, et je l'avais pris dans une boîte opaque parce que je devais traverser tout l'hôpital et je ne voulais pas que ce petit soit l'objet de curiosité de la part des gens qui n'avaient pas le rencontré. Et pour arriver dans la chambre de la maman, j'ouvre la boîte dans un coin, et la maman était, je le savais, était avec son mari, donc le papa de l'enfant, ils étaient à deux, et ils avaient leur enfant aîné qui avait 2 ans. Il marchait à peine, donc il était entre 1 et 2 ans, il marchait à peine, mais c'était une boule de nerfs. Et j'ai eu le temps de poser la boîte, de prendre le gamin, le petit bébé suivant, et de l'amener vers sa maman. Il est arrivé et bang, un grand coup de pied, la boîte. Voilà. Et puis le doudou qui était réservé à l'enfant, pouf, il s'est retrouvé à le coin de la pièce également, la colère. Et là, il était petit. La notion de peur, bien sûr, que les autres personnes proches meurent, de sa mort à lui-même également. Peur que ses parents s'occupent plus de lui. Toutes ces peurs que ses besoins fondamentaux ne soient plus assouvis. Idéalisation, identification, et il peut idéaliser la personne morte et limitée, c'est le cas du petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça c'est en dehors du deuil périnatal, et se plaindre des mêmes symptômes que la personne décédée. C'était la petite jumelle dont je vous parlais, elle a eu mal à la tête vers les 4-5 ans. Et bien sûr, on explore le champ somatique pour voir s'il n'y a rien, et en fait sa sœur jumelle, elle avait été... on avait arrêté sa vie à la naissance, avant la naissance, puisqu'on n'a pas le droit après, enfin pendant la naissance. Et elle était atteinte d'une malformation cérébrale gravissime, qui a été confirmée à l'examen fœtopathologique. Donc voilà. Ce qui se passe chez l'enfant en deuil. Alors l'enfant en deuil, l'enfant qui vient d'être confronté au décès d'un proche, eh bien très tôt, même très jeune, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, que tout est anormal. Et ce qu'il y a, je crois, d'ambigu dans le cadre du deuil périnatal, c'est que de toute façon, une naissance, ça bouleverse la famille. Et donc il y a aussi quelque chose d'important qui se passe, et c'est pas une mort.
Heureusement, c'est pas toujours une mort. Et donc, il y a un bouleversement qui est normal au départ. C'est-à-dire que on va forcément, pendant l'hospitalisation, prévoir une solution de secours qui était normalement prévue. Et donc, entre la naissance et la mort, au début, il y a confusion, oui, forcément. Alors, comme dans toute mort d'un proche, mais aussi comme dans toute naissance, l'enfant peut se sentir perdu et rejeté, abandonné. Et ce d'autant plus que ses parents, à lui, sont dévastés par la douleur, indisponibles. Et il se demande vraiment qui va s'occuper de lui. Il est souvent placé chez un tiers, soit la famille, soit une solution de secours. Et ils sont vraiment très désorientés pendant ce temps-là, et on comprend bien. L'enfant va montrer sa souffrance de manière très inattendue et c'est très difficile pour les parents de décoder ces choses-là, surtout qu'eux-mêmes sont occupés avec leur propre douleur et ils sont quelquefois la tête et leur cœur indisponibles à l'écoute de la souffrance de leur enfant. Il va le montrer dans leur corps, dans son corps, le petit enfant, on l'a vu précédemment, et puis il va montrer il va sembler pas affecté du tout. Alors les parents ne savent pas, ils disent de toute façon il se rend compte de rien, il montre rien, il pleure pas. Souvent aussi, les parents tiennent l'enfant à l'écart. Ils remettent toujours l'annonce à plus tard. On lui dira quand il sera grand. Quand on leur en parle, on verra quand ce sera le moment. Ou alors ils donnent des explications inappropriées, éludées et peu compréhensibles, d'ailleurs incompréhensibles. Je me souviens d'une dame qui était en grossesse gémellaire. C'était sa troisième grossesse et ses troisième et quatrième enfants. C'était 2 petites filles. Elle avait un garçon et une fille avant. Et à l'échographie, juste avant l'accouchement, l'une des petites filles était décédée. C'était un accouchement prématuré. Donc une petite fille décédée et une petite fille qui était bien vivante et qui a survécu d'abord et puis qui a vécu après. Parce qu'elle était en réanimation pendant un bout de temps. Eh bien, les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, j'avais été voir la dame après. Elle a fait ce qu'elle a pu, cette femme. Et elle a trouvé que pour ses enfants aînés, c'était mieux de dire que les médecins s'étaient trompés et qu'ils avaient fait une échographie, puis qu'en fait, il n'y avait qu'un seul bébé, ils s'étaient trompés. Ils avaient dit qu'il y en avait 2, mais il n'y en avait qu'un. Et puis, ça ne l'empêchait pas, dans le même temps, c'est pour ça qu'on voit que les parents sont très déphasés, ça ne l'empêchait pas, dans le même temps, après, d'emmener ses enfants aînés au cimetière, etc., etc. Donc, ils sont dans la peine, dans la souffrance, et donc, ils ne sont pas aidés à ce moment-là, et voilà. Donc, on comprend que l'enfant soit perdu. Et donc, les parents sont souvent très difficiles. Ils sont souvent dans l'incapacité d'aider leur enfant. Alors, que dire, que faire ? Alors, je pense que nous, qui sommes à côté ou autour, c'est-à-dire soit les soignants, et soit l'entourage proche, mais c'est pas toujours facile, mais surtout les bénévoles d'accompagnement, puisqu'ils sont formés aussi à ça, comme normalement devraient l'être les soignants, eh bien, on sait que le deuil de l'enfant doit être accompagné, et que en décès périnatal, les parents sont vraiment, ceux qui normalement devraient aider l'enfant, sont vraiment touchés de plein fouet, et au premier rang. Donc du coup, peut-être nous, dans notre discours ou dans nos contacts avec la famille, leur demander s'il n'y a pas un proche de l'enfant qui est plus disponible qu'eux, qui est moins touché, moins au premier rang de la souffrance, qui pourrait les aider, un parrain, une marraine, je ne sais pas si ça se fait beaucoup ici, mais chez nous ça se fait beaucoup, les grands-parents, ou alors le père ou la mère d'un copain, quelquefois un enseignant également. L'enfant a souvent une confiance sans borne dans l'adulte et c'est à nous de proposer de l'aide, c'est à l'adulte de proposer de l'aide à l'enfant qui en demande très peu de lui-même. Alors, on peut conseiller aux parents de ne pas taire le décès. C'est une réalité qui appartient également à l'enfant. On peut aider l'enfant, tout cela c'est à dire aux parents quand on peut et la façon la plus soft possible. On peut aider l'enfant à évoquer le bébé décédé. Mais toujours, je marque, lui demander la permission. Pas oublier de demander la permission à l'enfant. Il n'est pas toujours
d'accord avec ça. Donc, est-ce que tu acceptes est-ce que tu as envie qu'on parle de ton petit frère, de ta petite sœur, etc. Une chose à laquelle je tiens très fort aussi, c'est renforcer le sens objectif de la réalité du décès. Surtout en deuil périnatal, parce que le frère ou la sœur aînée ont peu vu l'enfant, ils l'ont vu à travers l'écran du ventre de la mère, sauf s'il a vécu un petit peu en réa, mais il n'est jamais revenu à la maison. Donc, encourager la participation au rituel, aux funérailles, etc. Et toujours permettre à l'enfant de se positionner. C'est-à-dire, on fait comme avec l'adulte. On fait des propositions et l'enfant peut se positionner par rapport à ces propositions qui ne doivent pas lui être imposées, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si j'ai raison. Et on peut également... encourager l'enfant à montrer ses sentiments, lui dire que pleurer c'est approprié dans le cadre du deuil, et l'aider à montrer ses sentiments, on l'a vu très bien ce matin dans l'atelier des enfants, là, par le jeu, par le dessin. Hein. Et puis aussi beaucoup, je ne l'ai pas mis, mais le rassurer. Ses parents vont continuer à l'aimer et à s'occuper de lui une fois le choc du décès passé. Alors, dans la fratrie, on a 3 situations qu'on rencontre au niveau de l'hôpital et dans nos associations d'accompagnement. J'ai oublié de dire que nous, les associations d'aide, c'était des groupes d'entraide et de partage, et non pas des groupes thérapeutiques. Hein. Ça a quand même une entraide, partage, solidarité. C'est quand même dans un autre champ. Hein. Voilà, avec des bénévoles formés et supervisés, hein, mais j'avais oublié de le dire tout à l'heure et ça me semblait très important. Donc, 3 situations pour cette fratrie par rapport à ce petit bébé décédé. Soit c'est un frère ou une sœur aînée, soit c'est le jumeau, le triplet, etc. Soit c'est l'enfant puiné. Alors, on a à disposition plusieurs types d'aides. C'est par des professionnels ou des bénévoles, hein, suivant le champ dans lequel on travaille. Pardon ? Pardon. Du coup, voilà. Pardon. Donc, les types d'aides, eh bien, je peux y aller ? Oui ? C'est l'enfant suivant, qui est né après, puis qui est né. Il y a eu l'enfant mort, puis il y a eu l'enfant qui est né. C'est comme ce matin, quand j'ai vu enfant non né. Et chez nous, on ne dit jamais non né, parce que de toute façon, il naît. Il est mort ou il est vivant, mais il naît. Alors par contre, là où je vous suis, mais ça je fais... là où je vous suis, c'est les décès de très 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 petits où on ne retrouve pas de corps à l'accouchement. Hein, parce que c'était tout au début de la grossesse, pour les jumeaux par exemple. Alors plusieurs types d'aides dans le champ dans le champ de l'hospitalisation et des établissements de soins, ou dans le champ ou en cabinet privé bien sûr, ou dans le champ du bénévolat et associatif. Ça peut être une aide directe ou une aide indirecte. Aide directe avec l'enfant, aide indirecte en passant soit par les professionnels de l'éducation, soit par les parents, soit par le reste. Et puis, ça peut être pendant l'hospitalisation, on le verra après, ou dans l'après, c'est-à-dire par des entretiens individuels ou des entretiens familiaux, par les ateliers rencontres. J'ai mis un S, mais c'est pour l'espoir, parce qu'on n'en a fait qu'un. Enfin, on en a fait 2, mais c'est pour espoir d'en faire plusieurs après, suivant la demande. On retrouve ces enfants aînés, puis nés ou jumeaux, lors des manifestations de l'association. On a des temps forts dans l'année qu'on appelle. Enfin, ça, c'est les parents qui ont mis au point tout ça. On a fait que leur permettre le temps de Noël, le Noël de ces tout-petits qui n'auront jamais leur cadeau dans l'arbre. Hein, ça touche beaucoup les parents. Le lâcher de ballon au moment de la fête des mères et de la fête des pères. Tout ça, vous voyez sur le site internet que j'ai mis en dessous, là, notoutpetits.org. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Et on a pas mal d'outils, hein, les livres, les DVD, ça vous l'avez évoqué ce matin, très très bien. Et dans le site, on a une page pour la fratrie, et on n'a pas encore fait, mais ça vient tout doucement. On attend que les enfants fassent la demande. Plusieurs enfants vont probablement mettre leurs petits mots sur ce site. Hein. Il n'y a pas de forum, on ne se sent pas capable, mais on a un site pour aider les gens. Bien, alors le parcours d'accompagnement de la fratrie, quand il s'agit d'un enfant aîné. Faut que je tourne mes pages. Voilà. Alors, cet accompagnement va commencer dès l'annonce. Dès l'annonce du décès ou de la malformation grave. Alors, j'ai mis éviter l'annonce directe parce qu'on se trouve quelquefois, lors de consultations systématiques en échographie, non pas avec une maman, un papa et le bébé dans le ventre, mais on se retrouve avec toute une famille.
Or, une échographie, c'est un examen de dépistage des malformations. Ça n'est pas une rencontre familiale pour un petit bébé qui va venir. Là, il y a l'écho 3D, on peut le faire à un autre moment. Ou on le fait à un autre moment. L'échographie de surveillance de la grossesse n'est pas un moment privilégié de créer des liens avec la famille. C'est pas celui-là, c'est un examen de dépistage. On devrait faire d'ailleurs un consentement éclairé à cet examen échographique, ce qui éviterait d'avoir des enfants confrontés au diagnostic en direct. Et je pense que là, il faut prendre le temps d'expliquer tout ça aux gens avant de faire son échographie et de replacer les gens à la place où ils doivent être. Alors, après, reste le fait qu'on a fait une annonce aux parents pendant l'échographie et qu'il me semble être de notre devoir de soignant de pas s'arrêter là et dans le sas de décompression qu'on ménage autour de ses familles, autour de ses parents après l'annonce, je pense qu'il est indispensable de commencer à évoquer la fratrie. D'abord, on a le dossier, on sait s'ils en ont, et si on n'a pas le dossier, c'est facile de leur demander. Ils sont dans leur choc, c'est vrai, mais quand on leur pose des questions, ils savent répondre. Donc, s'inquiéter un petit peu de la fratrie dès l'annonce. Et ça, c'est les parents qui me l'ont appris, parce que bien à nos dépens, c'est que quelquefois le choc les met dans un état de sidération tel qu'ils oublient qu'ils ont des enfants à aller rechercher à l'école. Et on a des petits-enfants qui restent à la sortie de l'école avec des parents qui ne viennent pas les rechercher parce que tout simplement, ils sont complètement dans le choc. Donc, rien que de poser la question, où sont actuellement vos autres enfants ? Qui est-ce qui peut aller les chercher à l'école puisque vous êtes ici ? Enfin, bref. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de cette annonce après quand vous allez revenir chez vous ? Vous allez les retrouver quand ? Que savent-ils de la grossesse ? Certains ne savent même pas que les parents, que la maman, ils ne savent pas. On ne leur a pas dit clairement que, officiellement, qu'il y avait un petit enfant qui était attendu pour tel moment. Donc ça me semble important aussi de dire que c'est votre enfant de la grossesse en cours et que c'est-il par rapport à l'arrivée de ce petit bébé. Vous savez bien que les enfants ont tous des antennes, et puis qu'ils savent bien les choses. Alors là, j'avais repris une lettre d'une dame qui vient à la fois refaire contact avec quelque chose que je vous dirai après. Et c'est une aide une aide qu'on doit proposer aux gens dès qu'ils doivent faire l'annonce à leurs enfants aînés suite à l'annonce qu'ils ont eue eux-mêmes. Alors c'est une dame qui avait un enfant aîné, une petite Apolline de 3 ans, et qui avait eu une annonce prénatale à 4 mois et demi de grossesse de l'atteinte cardiaque létale, une hypoplasie grave du corps gauche, une hypoplasie en dehors de toute ressource thérapeutique. Et la famille avait choisi de poursuivre la grossesse et d'accueillir ses 2 enfants à la naissance. Et donc, ce petit bonhomme Valentin est né en même temps que Noémie. Cette dame, et je le dirai après, elle a constitué comme trace à cette petite Noémie tout un cahier de tout ce qui s'est passé depuis l'annonce jusqu'à la naissance et puis l'après. Et donc, c'était un petit peu le message qu'elle avait envie de transmettre à cette petite Noémie. Et en même temps, à Noémie, qui est la jumelle survivante, elle parle de Apolline. Et elle dit « Nous devions préparer aussi Apolline à vivre ce drôle d'événement. Elle attendait un frère et une sœur et percevait très intelligemment notre détresse. » Elle l'a écrit 3 mois après. Il nous a été difficile de trouver les mots justes, de lui expliquer que la mort faisait partie de la vie. Elle avait des difficultés à comprendre pourquoi le petit frère était malade et ne vivrait pas. Elle se posait des questions sur son devenir après sa mort. Finalement, elle était arrivée aux mêmes problématiques que nous. Ces questions qui nous faisaient tellement souffrir depuis des semaines. Sa joie de vivre et son innocence nous réconfortaient chaque jour. Elle nous maintenait à la vie et nous empêchait de nous effondrer sur notre chagrin. Alors, dans l'urgence, tout ça, c'est beau quand... c'est beau. Excusez-moi, c'est relativement concevable quand on est en dehors de l'urgence. Et en médecine, c'est toujours comme ça. Les démonstrations ne sont jamais faites dans l'urgence. Dans l'urgence, heureusement, c'est 5%
nos accouchements, eh bien, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Donc on fera des boulettes et on fera forcément des choses. On fait ce qu'on peut. C'est difficile dans ces cas-là. Dans notre groupe de parole, parce qu'on en a 2 en parallèle, il y a une maman qui a accouché de son 2e enfant à terme, d'une petite fille qui a eu une 2e petite fille, et elle a eu du mal à pousser. Donc le séjour hospitalier, l'enfant avait du mal de téter, elle était endormie, elle était flasque. On a fait c'était pas chez nous, mais ça n'a aucune importance. On a fait son examen pédiatrique, tout était normal. La dame est repartie chez elle. Et puis la première nuit, elle allaitait. La première nuit, donc elle a mis coucher l'enfant. Elle est rentrée à midi de la mater. Elle a mis coucher l'enfant le soir. Et vers 3-4 heures du matin, elle a entendu sa petite minette chouigner. Donc elle l'a prise et l'enfant est morte. Enfin, c'est ce qu'elle dit après parce qu'elle s'en est pas aperçue à ce moment-là. L'enfant est décédé dans ses bras. Donc elle a secoué son mari. Ils se sont retrouvés à la maternité. On lui a finalement dit, pas trop mal, que son petit bébé était décédé. Il y avait l'enfant aîné. Alors, ils étaient en pleine nuit, chez eux. Il y avait l'enfant aîné. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tous en pyjama. Ils ont pris la grande. Ils l'ont emmitouflée dans une couverture et ils se sont pointés à la mater comme ça. Ce qui est normal. Bon. Et une fois qu'à la maternité, on leur a dit que la petite fille, Lisa, était décédée, bien, c'était devant Maëva. Donc, voilà. Et puis après, il n'y a aucun soignant, et je les comprends, moi j'aurais probablement fait la même chose, il n'y a aucun soignant tout le monde était estomaqué, quoi. C'était les sages-femmes, c'était le médecin qui était occupé de cet enfant, qui venait de la laisser partir le jour même, tout le monde était sidéré. Et ces gens se sont trouvés dans leur voiture, sur leur parking, en plein hiver, avec la gamine de 4-5 ans en pyjama. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, ce que j'ai mis aussi, c'est que nous, soignants, on est très mal à l'aise. On est vraiment très mal à l'aise. Et en plus, on est encore plus mal à l'aise vis-à-vis des enfants. On a très peur de mal faire, très peur de leur faire encore plus mal. C'est pas une raison peut-être pour rien faire. Voilà. Alors, pendant l'hospitalisation, comment fait-on avec les enfants aînés et avec les parents? On aide les parents à préparer l'hospitalisation, ça me semble important. Donc, pareil, que c'est votre aîné, que ça vos aînés, qu'est-ce que vous pensez leur dire pour le moment de l'hospitalisation? Où est-ce qu'il va être pendant cette hospitalisation? Et pareil, pour tout le cheminement pendant l'hospitalisation. Enfin, où sera-t-il pendant l'hospitalisation? Donc, bien veiller à ce que l'enfant n'ait pas à la fois à faire connaissance avec des étrangers au moment de cette hospitalisation. Parce que quelquefois, on le fait pour un bien et c'est pire. Donc, pendant l'hospitalisation, favoriser les visites de l'enfant. Alors, ça, c'est... dans nos hôpitaux, ça a été dur à faire rentrer parce que les enfants n'ont pas le droit de rentrer, surtout quand ils sont en réa. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais donc maintenir le contact avec la maman, maintenir le contact avec ce qui arrive, avec les événements. Avec le bébé, là, c'est toujours les éternelles discussions dans l'équipe. Quand il y a des enfants qui demandent à voir leur petit frère ou leur petite sœur décédés, ou en réa, quand ce sont les parents qui demandent au nom des enfants, donc toujours très compliqué. Et en fait... je pense que il faut toujours essayer de vérifier si l'enfant vraiment a envie de voir son petit frère ou sa petite sœur. Alors ils peuvent participer à toutes ces courtes vies d'enfants. J'avais noté là un deuxième passage de ce beau témoignage. Pendant la courte vie de Valentin, qui a duré 8 jours, donc la petite sœur jumelle, elle était à côté. Là, elle a participé en direct, mais Apolline, elle venait au moment où son père l'amenait. Bref. Alors, la maman dit de ce temps-là, c'était à la fois court et interminable. Chaque journée qui passait nous permettait de profiter une ultime fois de sa présence. Chaque journée qui passait nous faisait souffrir davantage. Nous avions peur de la façon dont la vie s'arrêterait. Peur de le voir souffrir, peur de ne pas être là. Nous étions dans l'attente, nous étions dans l'impossibilité de nous réjouir pleinement de ton arrivée, ça ce sera pour le jumeau après, et nous étions séparés d'Apolline. Donc cette séparation au moment où il se passe des événements très importants, je pense
qu'il est de notre mission de soignant d'essayer que cette séparation soit bien entrecoupée de visites des enfants aînés et de prévoir au maximum ces contacts. Surtout que le papa, avec les nouvelles directives qu'on a maintenant, le papa est souvent avec la maman, ce qui est normal, donc faire attention aux enfants aînés. Alors elle disait, la maman disait de ça, du vécu d'Apolline. Apolline vivait les événements à sa façon, avec le regard d'une enfant de 3 ans. Elle percevait nettement notre détresse et notre souffrance, même si nous nous efforcions au maximum de l'en épargner. Les enfants sont bien plus perspicaces que ce que l'on croit. Elle souffrait d'être séparée de nous. Presque 2 semaines, c'est très long. Au-delà de la jalousie naturelle que chaque aîné montre pour le nouvel arrivé, elle ne comprenait pas que son papa soit toujours obligé de rester à la maternité. Elle était très fière de vous deux. C'est une lettre qu'elle écrit à cette Noémie, la jumelle survivante. Elle jouait à la petite maman et ne voulait rater aucun change. Nous ne savons pas jusqu'à quel point elle comprenait que la présence de Valentin était éphémère. Tout ce que nous retenons, c'est que le vendredi soir, au moment de partir, il est décédé le lendemain, elle a spontanément embrassé son petit frère avec tendresse en lui disant « je t'aime ». Ce sont les derniers mots qu'elle lui dit. Excusez-moi. Donc, ces rencontres avec le bébé, là, c'était un bébé vivant, pendant ses 8 jours de vie. Il y a les rencontres avec le bébé décédé. Bon, j'avoue qu'au départ, j'étais très embêtée. Quand une maman m'a dit les enfants aînés veulent voir l'enfant, je me suis défilée. Et puis j'ai dit, on va aller voir le psy. Et puis en fait, parce que je me suis défilée forcément. Et en fait, les parents ont été bien plus malins que moi, heureusement. Et ils sont descendus à la chambre mortuaire et ils ont vu leur enfant sans ma permission, avec toute leur famille. Et ils ont bien eu raison. Donc je me suis dit, il faut s'y prendre autrement. Et puis, pour les parents qui n'auront pas ce punch de passer au-delà de notre validation, notre autorisation, il faut qu'on se forme et il faut qu'on se débrouille pour rendre les choses possibles à tous ceux qui le demandent au moins. Et donc, on prépare ces entrevues. Alors, je pense qu'il est toujours très important. Enfin, moi, je me donne des garde-fous, si je puis dire. C'est-à-dire que, premièrement, je ne veux jamais être seule avec l'enfant. Je veux toujours un membre de la famille, pour que quelqu'un puisse transmettre, après, quand nous, on ne sera plus là, ce qui s'est passé à ce moment-là, comment a réagi l'enfant, etc. Deuxièmement, on prépare l'enfant à ce qu'il va voir, et aux émotions qui pourront être amenées à la fois chez tout le monde, chez l'enfant, mais aussi chez tous les soignants qui sont autour, et puis le personnel de la famille, et toujours bien valider la demande de l'enfant. Est-ce que tu veux voir ton petit frère ou ta petite sœur, et pas se contenter de l'avis de l'entourage. Alors pareil pour le rituel des funérailles, toujours avoir l'accord de l'enfant, l'accord des parents, et ce qu'il y a d'important aussi, je pense, au niveau hospitalier, c'est que ce petit bout, il va rester visible extérieurement que pendant un temps très court et pendant l'hospitalisation. Donc si c'est l'occasion-là d'expliquer à l'enfant aîné qu'il peut donner quelque chose à ce petit frère ou sa petite sœur pour le mettre dans le cercueil, pas oublier de faire des photos de ce qu'il donne, parce qu'il n'y aura plus après, bien expliquer à l'enfant que s'il le met dans le cercueil, il l'aura plus. C'est pas un jouet qu'on prête et qu'on récupère. Donc tout ça, c'est à travailler. Et puis, moyennant tout ça, on arrive à faire les choses le moins mal possible. Alors, ce que j'arrive à faire également, parce que les enfants me l'ont demandé et les parents aussi, c'est que... Alors ça remue beaucoup de choses dans le service et les soignants ne sont pas toujours d'accord, les autres. C'est de prendre des photos du grand frère et de la grande sœur qui tiennent le petit bébé dans les bras. Bon. Alors, ça remue tout le monde. Et heureusement que ça nous remue. Parce que si ça ne nous remuait pas, il faudrait se poser des questions. Mais enfin, ça remue beaucoup de monde. Et puis, ça pose question. Mais si on ne le fait pas, ça pose question aussi. Alors, voilà. Je laisse les interrogations. Alors, dans l'après, comment aider un enfant aîné ? Souvent, on a des entretiens de suivi de deuil, que j'appelle, suite à une demande de l'enfant. Ou alors, qui est relayée par ses parents, soit une demande directe des parents.
qui disent j'arrive pas à lui dire ou voilà, je m'en sors plus. Bon, donc on peut aider. C'est quelquefois, là, il y avait un petit Florian qui était venu me voir, enfin un petit Florian, il avait 5-6 ans quand même, non, même non, il était en CP, donc il devait avoir 6-7 ans. Et il avait été mis chez la grand-mère pendant le décès de sa petite sœur Hélène. Décès dans un contexte relativement traumatisant pour l'accouchement de la mère. Et du coup, il n'y avait plus rien vu. Et on l'emmenait, il savait qu'il y avait une petite sœur décédée, on l'emmenait au cimetière. Mais enfin bref, il y avait quelque chose de son histoire là qui lui avait échappé. Et donc, il était revenu me voir. Et là, on a fait ce qu'on ne fait pas dans des entretiens classiques. On est allé, on a suivi tout le parcours de la maman avec le ventre plein de sa petite Hélène, et puis après la salle d'accouchement. Et alors, coup de bol, il y a des instants bénis, des trucs magiques qui se passent dans ce moment-là. Et c'était, on s'est retrouvés nez à nez avec l'anesthésiste qui s'était occupé de la maman, puisqu'elle avait eu un accouchement dans l'urgence sous anesthésie générale. Et donc, l'anesthésiste a pris le petit gamin, il l'a habillé, beauté, il était dans tout le bloc, déguisé, il était ravi. Donc, bon, bref, ça c'était assez chouette. Et un autre petit Florian également, dont l'histoire était plus douloureuse, qui avait perdu sa deuxième, enfin la petite sœur qui venait juste après lui, c'était l'aîné. Et puis il y a eu une troisième naissance dans la famille, un enfant qui était au demeurant normal à la naissance, et puis il y avait une maladie métabolique, donc qui est toujours un peu avec un handicap sévère. Et puis après une petite sœur qui elle va bien, mais qui qui fait qu'il collectionne quand même des choses un peu compliquées. Et en fait Florian, il n'a jamais rien dit à sa maman. Sa maman, au moment du décès, n'a pas voulu récupérer les photos de l'enfant. Décédé, c'était son droit et elle sait qu'on les garde. Et arrivé au décès du chien de la famille, eh bien voilà que Florian, ça n'allait plus du tout. Et la maman était très finaude et elle a dit « Je pense que ça a à voir avec ce qui s'est passé dans notre famille. » Et alors elle a eu l'intelligence, cette femme, alors c'était rigolo comme tout, parce qu'elle avait un vieux chien à elle. Elle s'est dit, après la mort de la petite fille, si je ne prends pas de nouveau chien, il va y avoir la mort du chien là, de ce vieux chien. Donc elle dit, non, ça ne va pas aller. Donc elle achète à Florian un chien jeune. Et bien bingo, c'est le chien jeune qui est mort. Donc il a fallu travailler ça avec Florian. Et puis, résultat scolaire, il se dispute avec tout le monde, agressif comme tout. Elle dit, c'est plus mon Florian, bon bref. Et alors, elle a eu l'intelligence de dire, ça, elle allait chez le vétérinaire, le gamin très en colère contre le vétérinaire, bien sûr, et le vétérinaire dit, bon là, il faut la piquer, il faut l'euthanasier. Alors elle a dit, ok, mais je ramène le corps de mon chien à la maison pour que les enfants le voient. Et alors, elle a ramené le corps du chien, on a fait des photos du chien, bon, et puis le chien tout chaud, après le chien est reparti chez le véto pour l'incinération, je crois. Enfin bref, peu importe. Et du coup, le petit garçon Florian, il a dit, bah ouais, dans mon porte-carte, j'ai le chien, mais j'ai pas ma sœur. Donc, il est venu à la maternité me demander s'il pouvait récupérer les photos de sa petite sœur, que sa mère n'avait jamais vues. Et là, c'était superbe. Parce que la maman, donc il a fallu que d'abord je dise à la mère, est-ce que d'abord elle était d'accord. Bon. Ensuite, je lui ai dit, bon, moi je vais les donner, je vais proposer, est-ce que vous êtes d'accord pour que je lui montre les photos? Ok. Est-ce que vous voulez les voir en même temps? Parce que vous les avez jamais vues. Est-ce que vous voulez voir ensemble? Et est-ce que vous voulez que je vous les laisse? Tout ça, c'est des démarches différentes. Et c'était superbe, superbe. J'ai pu comme... au début, j'étais tout près, puis après, je me suis lentement retirée. C'était vraiment très, très beau. Et alors, il m'a écrit un message Internet quelques jours après. Maintenant, c'est fini. Mais... Puis après, le premier jour de l'an, j'ai encore eu des petits machins. Bon, après, c'est fini. Pendant l'hospitalisation, donc toujours si c'est un décès néonatal, favoriser le rapprochement des deux bébés à des temps fréquents, si c'est pas possible de le faire en continu, et surtout constituer des traces, donc la photo des deux bébés, écrire l'histoire comme cette dame. Je trouve que c'est un témoignage qui reste
bien, c'est déjà sympa, je trouve, d'écrire l'histoire de l'accouchement, de la naissance de son enfant quand il continue à vivre. Il est tout content de le redécouvrir longtemps après, même si ça a été une histoire pas très rigolote au départ pour certains. Eh bien, je trouve que quand il y a mort, ça reste une trace très importante. Alors, dans l'après, il y a les entretiens, l'atelier rencontre. Il faut que je me dépêche ? Oui. Vous faites bien de le dire. Et puis, comme les autres. Alors, l'enfant puis-né, là, ça va toujours se faire dans l'après. Et quand j'ai écrit cette phrase-là, tout à l'heure, j'ai changé, parce que c'est pas toujours dans l'après. Puisque dès la conception, on peut le lui dire. Et ça, c'est vrai que dès la grossesse suivante, comme les parents sont hantés par l'idée, il va falloir lui dire un jour, eh bien, c'est beaucoup plus facile de le dire tout de suite. Je leur dis, bah, dites-le, là, il est là. Hein ? Et bon, donc de s'apprivoiser avec cette notion-là, de le dire quand il est là, ben après, quand il sera sorti, ce sera encore plus facile. Alors, partir des traces, des photos ou des témoignages, comme l'a fait cette maman, c'est aussi important. Alors, les types d'aides sont les mêmes que pour les autres. Et donc, tout compte fait, l'enfant puis-né, ben, il n'est pas si frustré de l'histoire que les autres non plus. Hein ? Il n'y a pas de raison si on y commence tôt. Pardon ? Oui ? Alors, on va en arriver aux ateliers fratrie. Je vais aller très vite parce que on n'est pas tout à fait parti dans la même situation, parce que jamais c'est les mêmes situations que tout à l'heure, ce matin, vous nous l'avez dit. Mais ça ressemble pas mal. Si vous voulez, je vais quand même passer, et puis je reviendrai après. Pardon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, on a eu 2 groupes. Alors, comme on était un peu timoré et timide parce que c'était notre première expérience, on a proposé ces ateliers rencontres à des enfants dont les parents participaient au groupe de parole et de partage et d'entraide. Hein, ce qui nous a permis de se dire « Oh, les parents savent quoi, ils auront moins peur. » Et puis nous aussi. Alors, on a fait 2 groupes. Le matin, on a eu 4 petites filles de 5 ans et 7 ans. Il y avait 3 aînés et une jumelle. Et l'après-midi, on a eu 3 garçons et 4 filles de 7-10 ans, 6 aînés et un puis-né. Alors, le premier groupe, on a fait le déroulé, bon, qui est là. On va y passer parce que ce matin, vous avez bien, simplement, je vais vous montrer des petites photos. Là, on a écrit sa famille, on a préparé la boîte à trésors qu'ils ont ramenée chez eux, qu'ils regardent encore. Voilà, ça c'était notre petite Mathilde tout à l'heure. Et vous voyez, Mathilde a refusé pendant toute la matinée, pendant tous les 3 quarts de la matinée, d'écrire le prénom d'Emeline. Et Célestine, c'est l'enfant suivant. Hein, elle a refusé. Et en fait, cette petite Célestine, ils n'ont pas eu de bol. Célestine a une atrésie de l'œsophage de grade 2, donc assez grave. Mais bon, elle s'en sort bien, hein, Célestine. Mais ça n'empêche que Mathilde, elle a eu sa sœur jumelle décédée et sa petite sœur qui passe son temps à l'hôpital, qui revient, qui part, qui revient. Lourd. Bien. Alors, voilà ce qu'a fait... Pardon ? Oui, c'est possible, ça c'est moi. D'accord. Ah oui, non, c'est l'enfant. Oui, oui. Oui, dans le prénom, oui. Moi, j'interprète rien. Alors là, c'était assez intéressant parce que là, c'était dans sa boîte, elle a fait en pâte à modeler sa famille. Ça, c'est papa, il n'est pas arrangé, maman. Et ça, c'est l'urne. Parce que Emeline a été crématisée. Et ça, pour la première fois, c'était le dernier exercice, au bout du dernier atelier, enfin le dernier jeu, eh bien vous avez Mathilde qui est complètement habillée comme elle était ce jour-là, avec son blue jean et tout ça, et elle tient dans ses bras Emeline, dont elle n'avait pas prononcé le nom depuis le début du matin, et regardez la tête d'Emeline. Elle a une grosse tête tout pleine de couleurs. Et bien en fait, cette petite Emeline, elle avait des lipomes dans la tête, et elle en avait partout. Alors la maman, elle dit, c'est pas possible, je lui ai jamais dit. Moi non plus. Enfin bref. Et voilà Mathilde. Alors bien sûr, les parents sont au courant qu'on passe les photos. Hein. D'accord ? Et on a leur accord. Donc voilà les échanges quand on est venu rechercher l'enfant, entre Mathilde, qui monte sa boîte à trésors, et la petite Célestine, qui a son atrésie de l'œsophage, mais vous voyez, elle la porte pas mal. Alors ça, c'est Apolline, c'est la grande sœur de Valentin et Noémie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui montre, et on va voir l'intérieur de sa boîte aussi, l'intérieur de sa boîte tout à l'heure, voilà. Hein, donc ça, c'est pas l'intérieur c'est pour Andrea, et son petit frère Louis, il est décédé à 4 jours de vie. Donc elle l'a vu en réa, et puis voilà, elle a mis sa photo dans la boîte. Alors l'après-midi, c'était des enfants plus grands, et
Ils ont dessiné leur famille. Alors la première table où ils dessinent leur famille, deuxième table. Et la dernière, alors ils ont mis leur boîte à trésors, comme les autres. On a fait une photo de chaque enfant avec sa boîte à trésors, hein, bien sûr. Et ça, c'est le dernier travail. On leur avait fait peindre 2 masques. Le premier masque, c'est moi aujourd'hui, l'enfant. Et l'autre, c'est mon petit frère, tel que je le vois. On a tout vu. Il y en a un qui n'a pas voulu le faire. Hein. Il a fait que le sien. Voilà. Bien. Alors ça, c'est aux mains. Je reviens à chaque fois en arrière. Voilà. Alors les perspectives, on est en train de l'évaluer. On pense le réitérer. Et vous verrez des témoignages de cet atelier, puis des autres, sur notre site notoutpetit.org. Je vous remercie de votre...